c'est la présentation de l'Université de Rahman, président de l'Andalousie. Je le remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie Cheikh Habib Karoua qui a accepté la modération. Et je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement pour cette soirée culturelle. Nous prévoyons d'autres soirées, Inch'Allah, prochainement. Probablement, ça va être une soirée pour les Marocains résidant à l'étranger. Ils vont avoir un débat, ils vont avoir on a prévoir début mai, janvier, février. Ali, président de la Fédération des Marocains à l'étranger, c'est réalisé. Et il va y avoir quelques journalistes, des écrivains qui vont parler. On va les appeler. Il va s'en occuper. Il va s'occuper de la préparation des invitations. Parce que lui, il est en contact avec Merci beaucoup. Je ne vous retiens pas plus. Je vous remercie pour cette soirée. Et je remercie le comité des Rucs qui n'a jamais hésité à soutenir ces rencontres culturelles. Comité directeur. Merci encore une fois. À la prochaine. On va commencer. Oui. Allez-y. Je voudrais d'abord remercier le RUC pour vraiment cette traditionnelle. Merci le RUC parce que au RUC on a adopté une tradition d'animation culturelle qui dure depuis quelques années. Et je voudrais aussi remercier Sir Abdullah qui préside la commission culturelle qui s'occupe de la programmation des livres. Et je voudrais surtout saluer vraiment la diversité des livres et des thèmes qu'ils nous proposent. Et je suis très content de m'associer à cet hommage à l'Andalousie, Andalous. Je vais dire pourquoi. Je voudrais vous remercier aussi, vous, le public. Il faut savoir qu'au Maroc, un des problèmes majeurs de la production culturelle au Maroc, c'est le public. Et personnellement, de par mon expérience, quand il s'agit de présenter soit mes livres, soit des livres de collègues ou d'amis, et bien souvent la présence n'est pas très importante et souvent on a du mal à... Donc lorsque je me retrouve en face de personnes comme vous, je suis très 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 reconnaissant et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi notre invité parce qu'il a eu l'intelligence d'écrire sur un thème généralement qui est plutôt écrit, qui est généralement le sujet préféré des arabophones. Et là, nous l'avons en français. Et ça nous permet de parler, d'évoquer l'Andalous. L'Andalous qui est quand même un lieu de fierté pour tout le monde et pour les Arabes en particulier. D'ailleurs, vous remarquez que lorsque vous visitez l'Andalous, que ce soit Grenade ou Séville, c'est un des rares lieux où nous sommes vraiment, j'allais dire, très fiers de faire la queue. Surtout le Grenade où vous avez des queues qui s'allongent, ça nous fait énormément plaisir. C'est aussi l'Andalous, c'est aussi, en tout cas dans ma tête, moi ça résonne d'un certain nombre de choses qui malheureusement sont de moins en moins importantes au Maroc. Je pense au Médersa, je pense au jardin, je pense les palais, on en a. Mais l'Andalous est synonyme d'un certain nombre de choses et si vous réfléchissez un peu, vous verrez que ce sont tous des choses qui sont à la gloire de la culture. Et effectivement, l'Andalous a cet aspect-là qui fait que c'est tellement important pour nous que les deux grands spécialistes de la culture arabe, je pense à Jacques Berck et André Miquel. André Miquel a dit souvent, lorsqu'il parlait de l'Andalousie, il parlait d'Andalousie heureuse. C'était par référence à l'Arabie heureuse, bien avant l'arrivée des religions, parce que l'Arabie était synonyme de parfum
d'un certain nombre de choses très très belles. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Et Jacques Berck a parlé aussi de paradis perdu. Et les deux, dans leur conclusion, ont conclu que le monde arabe est traumatisé par la perte de l'Andalous. Et j'attire votre attention sur les voyages que nous faisons tous, l'Andalous chaque été. Et nous sommes un petit peu dans la peau ce qu'on appelle des oiseaux migrateurs qui retrouvent leur étang, qui retrouvent des endroits dans lesquels ils se sentent très bien. Et l'Andalousie, ça reste quand même, quand vous partez là-bas, ça reste quand même un lieu où vous remarquez que c'est la même histoire par rapport au Maroc, c'est la même géographie, quand je parle de la géographie physique évidemment, et je dirais même que nous partageons une ADN avec les Espagnols qui est très importante. Il y a un cinéaste espagnol qui a qualifié les Espagnols en disant « ce sont des Arabes sans les interdits religieux ». Et si vous réfléchissez, effectivement, je crois que vous connaissez tous Almodovar, c'est Almodovar qui a dit ça, à juste titre, lorsqu'on part de l'autre côté. Qu'est-ce qui nous différencie? Ce qui nous différencie, à mon sens, et après je reviendrai au livre de M. Belahmar, ce qui nous différencie, c'est tout simplement que les Espagnols, généralement quand vous allez en Andalousie, les Espagnols se dépensent. Quand je dis se dépensent, ce sont des gens qui s'amusent, qui rient, qui sortent. Nous dépensons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quand vous allez là-bas, un des lieux les plus visités par les Marocains, c'est quand même les centres, les supermarchés qui restent des lieux très visités. Les malls. Voilà, je voudrais remercier là encore une deuxième fois notre ami Ibn Ahmar d'avoir écrit sur ce livre, sur ce thème, avec 2 livres, tome 1 et le tome 2. Et je vais essayer de dire 2 ou 3 mots sur les 2 tomes. Après, je lui donnerai la parole et après, vous aurez la parole pour le questionner éventuellement. Donc, les deux livres, tome 1, c'est un travail de recherche. Pour moi, il m'a beaucoup intéressé. Il est documenté, il est fouillé, il est appuyé par des références très sérieuses. Et le point de départ de cet écrit, je pense, indépendamment du souvenir, de la tendresse qu'il a pour son père et pour ses parents, indépendamment de ça, je pense qu'il y a quelque chose qu'il a travaillé beaucoup, c'est de rendre justice aux émirs de Grenade. C'est quelqu'un qui, d'après ce que j'ai compris, comme nous, il a souvent entendu que Bouabdil n'était pas à la hauteur, que Bouabdil est un traître, son père aussi, et que le mode de vie des Andalous est un mode de vie qui est caractérisé par des libations, caractérisé par le libertinage. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à l'Andalous, on pense le mouchahat. Et le mouchahat, pour ceux qui s'y intéressent, c'est quand même des choses très très de belles choses. Et souvent le cadre de vie, quand on le présente, c'est un cadre dans lequel il y a un jardin, il y a des jeunes femmes. Et donc ça renvoie à un cadre paradisiaque. Et donc M. Belahmar, je pense, a eu l'ambition, c'est une ambition de vouloir rendre justice aux Émirats. Alors l'Andalous, qu'est-ce que c'est? Les Arabes ont franchi le détroit en 711. Ils sont arrivés en Andalousie et ils y sont restés de 711 à peu près jusqu'à 1492, l'année de la découverte de l'Amérique. Et comme par hasard, la sortie des Arabes, la découverte de l'Amérique, c'est quand même symbolique. Il faut savoir, c'est ce qu'on appelle le basculement du monde de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et à partir de là, l'Europe va se renforcer et il va y avoir des choses beaucoup plus importantes. Mais sachez-le, il y a quand même une parenté avec ce qu'on appelle la Renaissance en Europe et ce qui s'est passé chez nous. J'en parlerai parce que vous l'avez souligné dans le tome 2, il y a un aspect très important. Cette partie de l'Andalous, il va essayer de démontrer que les émirs de l'Andalous ne méritent pas la réputation qu'ils ont chez nous. Dans tous les livres, ils ne le méritent pas. Et à partir de là, il va essayer d'expliquer comment ça s'est passé. Il faut savoir que, en gros, il y a 3... Moi, avec la lecture, j'ai vu qu'il y a 4 éléments, ou 4 facteurs qui expliquent un petit peu la chute de Grenade. Mais avant, je voudrais m'arrêter sur
la particularité de l'Andalus. Pourquoi l'Andalus a beaucoup réussi? Pourquoi il a marché? D'après toutes mes lectures, il y a deux éléments essentiels quand les Arabes ont débarqué en Andalousie. Le premier élément, c'est le côté démographique. Ils étaient moins nombreux que les Espagnols, si je peux dire, que les Castillans. Et du fait qu'ils étaient moins nombreux, ils ont compris qu'il ne fallait pas opprimer, qu'il ne fallait pas réprimer les Espagnols. Il y a donc déjà un début de, j'allais dire, un début de tolérance par rapport. Et le deuxième aspect qui est beaucoup plus important et qui doit nous faire réfléchir, c'est le référent. Le référent, le marj'iyya, ce n'était pas le religieux, c'était le civilisationnel. Et qu'est-ce qu'on demandait à tous les gens qui venaient en Andalousie? On leur demandait simplement une chose, de parler en arabe, de produire en arabe, d'écrire en arabe. C'était ça là, l'exigence fondamentale et la raison pour laquelle beaucoup sont venus de contrées lointaines et qui ont adopté cette histoire de langue et ils ont produit dans leur langue. Lorsqu'on était petit, beaucoup d'entre vous se rappellent, lorsqu'on parlait de l'Andalus en général, lorsqu'on parlait en général d'un lieu, on ne disait pas qu'il est pays développé. On disait souvent que c'était ce qu'on appelle un centre, un centre civilisationnel. Et ce centre civilisationnel, voilà, il a été réussi parce que les Arabes eux-mêmes, comme je dis, ont adopté un référent qui ne fait pas allusion à la religion. Les ministres étaient juifs, les ministres étaient chrétiens, on se mariait entre les chrétiens et les musulmans, ça se passait très bien. Il y avait une cohabitation qui était exemplaire, qui est d'ailleurs saluée jusqu'à maintenant par par tout le monde. C'est la chose qu'on reconnaît le plus, l'Andalus. Cette cohabitation qui a existé entre les trois religions est à l'honneur des musulmans. Et nous-mêmes, les gens de ma génération, ont profité de ce référent qui était ce référent civilisationnel. Je vous ramène aux années 60, aux années 70, je dirais même à la moitié des années 80, où lorsque vous écoutez de la musique et de la culture égyptienne ou libanaise, voire même syrienne, les noms qu'on avait, Sabah, cinéma, Youssef Chahine, Farid, Jabran Khalil Jabran, ce sont des noms qu'on a adoptés, qu'on a aimés, qu'on a adorés, mais on ne s'est jamais posé la question s'ils étaient musulmans. Et moi, j'ai eu une expérience avec les étudiants, quand je leur disais ces noms, la plupart ne croyaient pas qu'ils n'étaient pas musulmans. Ce sont des gens qui n'étaient pas musulmans, et nous les avons adoptés, nous les avons aimés, nous les avons écoutés, nous avons vu leurs films, sans aucun problème. Bon, évidemment, les choses ont changé à partir de, vous le savez, à partir de la fin des années 70, où le référent est devenu musulman, et on commençait à exclure, j'allais même à trier les gens en fonction de ça. Donc les facteurs qu'a utilisés, c'est pour revenir au contenu du livre de tome 1 de Sib al-Ahmar, et pour aller jusqu'au bout de son ambition, j'allais dire, de rendre justice aux émirs de Grenade, il y a 4 facteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle les facteurs politico-religieux, c'est la vitalité de l'Europe. Il faut savoir que dans le prolongement ce qu'on appelle les croisades, l'Europe commençait à se réveiller, à s'éveiller, et justement à cette période, ça a commencé. Et un des éléments, vous l'avez cité, un des éléments majeurs, c'est ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Compostelle. Il faut savoir que, quelques années avant, Saint-Jean-de-Compostelle a été pratiquement, j'allais dire, détruite par un certain Mansour qui a pris tout ce qui se passait à l'intérieur de l'église et puis il l'a amené à Cordoue pour équiper Cordoue. C'était normal chez nous, j'allais dire. Pourquoi? Parce que si vous regardez les dynasties d'Yennahna, le passage de capitale de Marrakech à Fès, ou de Fès à Marrakech, ou de Meknès à Fès à une époque, alors ça se passait toujours comme ça. Dès qu'on changeait de dynastie, la dynastie allait piller ce qui se passait, ce qui allait dans les autres, dans les palais, et le ramener vers ces palais. C'est une technique qui était énorme. Alors, le Mansour a fait ça avec Saint-Jean-de-Compostelle. Les chrétiens n'étaient pas contents. Et 30 ans, 40 ans plus tard, on va assister à ce qu'on appelle la guerre de Las Navas de Tolosa, qui a vu la première défaite des musulmans en Andalousie, et qui va sonner, le glas de la fin de l'Andalousie. Juste après, c'est là où va émerger les Banu Hamr, c'est-à-dire quand vous l'avez Banu Hamr, ne m'en voit pas parce que je suis très dialectal, les Banu Ahmar en arabe, les Banu Hamr, ce sont des gens qui ont 1236, si je ne me trompe pas,
Et là, ils vont régner sur la province de Grenade avec de très belles choses. Le deuxième aspect que va développer notre ami, c'est celui des, j'allais dire, des rancœurs familiales. Notamment les 10 dernières années, Bouabdil, son père, sa mère, voilà, il va y avoir plus les ministres qu'ils avaient, les vizirs, il y avait des... Sachez par exemple qu'en 10 ans, les parents vont... Les personnages dont parlait Ben Ahmad, ce sont des personnages qui vont changer de religion plusieurs fois, qui vont signer des accords avec les Castillans et qui vont les renier à chaque fois. Donc c'est une période un peu trouble. Et puis le troisième, qui est aussi important pour nous, c'est celui qui est vraiment très important, c'est la chute de Constantinople. Alors la chute de Constantinople qui était pendant 1000 ans, voilà, le grand empire de l'autre côté, des chrétiens, qui va, même s'ils sont d'une autre couleur, et bien figurez-vous que la chute de Constantinople va enrager les chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle tous les papes qui se sont succédés, ils vont obliger c'est eux qui ont obligé les Espagnols. Surtout la reine Isabelle. La reine Isabelle avait signé un accord pour ne pas toucher aux musulmans, pour ne pas les... Voilà. Mais malgré ça, elle va renier cet accord pour effectivement exiler tous les juifs, les musulmans et tout. Voilà un peu le premier tome qui est un tome très intéressant, je vous le dis, parce qu'il reprend tous les événements avec plus de détails pour la chute de l'Andalous et le départ les émirs de Grenada. Deuxième tome, ça se passe à Fès, et l'auteur a essayé de retrouver, je pense même c'est une enquête, pour moi ça m'a donné l'effet, c'est une enquête dans laquelle il essaie de retrouver les palais, les trésors, la tombe de Boabdil, et surtout le sceau royal, et comme il le dit plus tard, les descendants de la famille les descendants des Boabdil. Voilà, c'est un travail, j'allais dire même, qui doit faire plaisir à la famille, parce qu'il s'agit d'un arbre généalogique, et donc il va remonter un certain nombre de... Alors moi, ce que j'ai aimé dans le deuxième tome, tu ne m'en voudras pas si je te le dis, ce que j'ai aimé, c'est que tu as souligné quelque chose qui est très important, c'est que les Espagnols ne renient pas l'héritage andalou. À Cordoue, il y a au moins 7 statues, c'est pas 7 statues les grands de Andalous. Averroès, Ibn al-Haytham, même le roi déchu. Voilà, même le roi déchu, il y est. Chez nous, il n'y a aucune reconnaissance, mais c'est là où je prolonge votre idée, c'est que pour le reste, moi je suis désolé qu'à Casablanca, par exemple, il n'y a pas de rue les rois Amazigh. Il n'y en a pas. C'est quand même des gens très connus, notamment Juba II, qui est reconnu par les Romains, qui est un très grand roi, voilà. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Donc c'est une chose que nous avons, nous, il nous appartient à nous, c'est pour ça que je voulais faire passer ce message, il nous appartient de sensibiliser nos enfants à notre identité, surtout que cette identité, elle est en ce moment, parce que beaucoup de gens pensent aller en France, pensent aller en Espagne, il faut savoir que l'Occident en ce moment, il se replie sur lui-même, et cet Occident, nous avons besoin de valoriser notre identité avant de demander aux autres. Et la valorisation de l'identité passe par les productions culturelles, à savoir le livre, le cinéma, la chanson et tout. Voilà, j'espère que j'ai été très rapide mais très bref. Et je voudrais passer la parole à M. Si Mohamed Belahmar, avec une question toute simple, évidemment. C'est les motivations qui ont présidé à l'écriture de ces deux livres. Merci M. Mazini. Je suis très surpris par vos connaissances historiques. Franchement, vous m'étonnez. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté d'être modérateur. Je remercie M. Gagaï, un homme très généreux qui m'a invité à cet événement. Je remercie le comité directeur du GRUC, son président et son premier vice-président. Et je remercie M. Mazini, grand professeur, écrivain,
qui a accepté d'être mon modérateur. Merci aussi à toute cette présence que j'aime. Je lui envoie un cœur. Merci à Monsieur le Président de ANWATS, le professeur Sabouali Nejib, à ses collaborateurs de la même association et d'autres, des anciens du lycée de l'Église. Je remercie tous les invités et tous les gens qui ont accepté de venir à cet événement. Merci beaucoup. La première des choses que dont je voudrais parler, c'est juste une parenthèse entre les gens qui disent l'Andalousie et Al-Andalus. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ces deux termes et quand est-ce qu'il faut les employer. L'Andalousie, c'est, disons, une grande commune espagnole actuelle. Et Al-Andalus, lorsqu'on dit Al-Andalus, c'est tous les territoires qui ont été conquis par les musulmans de 711 à 1492. C'est la seule différence. Al-Andalus, ce sont les territoires musulmans en Andalousie. L'Andalousie, c'est un département ou une commune espagnole, une petite, d'accord? D'une part. D'autre part, je voudrais parler d'une chose très importante pour les musulmans andalous qui ont conquis cette terre en péninsule ibérique. C'est que lorsqu'ils sont arrivés, c'était le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge en Europe, c'était la politique de la féodalité. Donc il faut bien le comprendre. La féodalité en Europe, c'était quelque chose de très important. C'était la politique du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une relation entre le souverain, ou le suzerain, et puis la noblesse, les chevaliers, et puis les petits, les travailleurs. Ces gens, ils étaient des vassaux de ce roi, de ce suzerain. Les vassaux, c'est quoi? Ils juraient, c'est-à-dire la légitimité du roi. Ils promettaient de combattre, de le défendre contre cette chose, si je puis dire. Ils donnaient un tribut au roi. C'est pour financer les guerres et les armements. Et eux, ils avaient comme récompense, ils avaient des fiefs, des morceaux de terre, des territoires. Les Arabes, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient des territoires européens. Donc ils devaient se soumettre eux aussi à cette politique. C'est comme si vous allez dans un pays et que vous devez avoir le visa ou bien la carte de séjour. Les Arabes, ils sont arrivés en Andalousie, plutôt à Al-Andalus, et ils devaient payer un tribut. Ils devaient être vassaux de ces souverains, qui sont les royaumes du Nord, de la Castille, d'Aragon, de plusieurs. La bande du Nord de l'Espagne était composée de plusieurs royaumes. Donc, ils devaient payer un tribut annuel. Et ce tribut annuel leur permettait une indépendance sur leur terre. C'est la paix, ils signaient la paix avec le souverain, et puis ils sont tranquilles. Chaque année, ils payaient, chaque année, ils payaient. Alors, je vais parler d'un contresens. Je dirais que les Omeyyades, les Almoravides et les Almohades, quand ils étaient les souverains de ces territoires, ils faisaient payer les chrétiens. Ils leur faisaient payer un tribut, un impôt à ces chrétiens-là. Donc, mais qu'est-ce qu'on halalun alayna wa haramun alayna. D'accord? À chaque fois qu'il y a un vainqueur, c'est lui qui touche le tribut. Donc il faut accepter ça. Je vais passer à
la relation, le thème, comment le royaume de Grenade, il a été construit. Après 1230, quelque chose comme ça, 32, il y a eu la chute totale de tous les musulmans. Il y a eu la chute des Almoravides, 1147, puis il y a eu la chute des Almohades, vers le 1300, 1320. Et après cette date-là, tout l'Andalous, l'Andalousie, l'Andalous était perdu. Les rois chrétiens avaient conquis tous les forts, toutes les forteresses et toutes les villes musulmanes. Il ne restait pas un seul fort. C'était une sonnerie d'alarme. À cette date-là, la disparition des Almohades, l'islam et les musulmans allaient disparaître de la péninsule ibérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bonhomme, un arabe, qui était un émir d'un certain fort ou forteresse à Khaïm, plus exactement à Al-Khona, qui a refusé d'abdiquer. Cet homme, c'est un arabe, il s'appelait Mohamed ibn Youssef al-Ansari. Ce Mohamed al-Ansari, il descend de Saad ibn Ubada, un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il appartenait à la tribu des Khazraj. C'était des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenu tête à la Reconquista. La Reconquista, c'est la reconquête des terres que possédaient les musulmans en terre ibérique. C'était une guerre validée par la papauté de Rome et par tous les pays européens pour chasser les musulmans. Donc la relation dont je voulais parler, c'était cette relation de féodalité, de vassalité, etc. Ce Mohamed Ier, il était très conscient. Il était très courageux. Il est allé vers Ferdinand III, qui était le roi qui a chassé tous les musulmans, et il lui a proposé un deal. Il lui a dit, voilà, moi je propose de vous aider à combattre les autres royaumes chrétiens, parce que même les autres royaumes chrétiens, ils étaient chez 6 ou 7, qui voulaient leur part du gâteau. Il lui a dit, moi je suis prêt à amener mes guerriers et de combattre à tes côtés les autres rois, à condition que tu me laisses l'indépendance de l'Andalous du Sud, qui comptait Malaga, Grenade, Almeria, Ronda, Guadix. Voilà quelques petites villes qui restaient. C'était un petit bastion, c'est tout ce qui restait de l'Andalousie. Il lui a proposé de lui permettre d'être le chef de cette Andalousie, ou Andalouse, contre sa vassalité. Il promettait de payer le tribut. Il savait ce que c'était. Alors pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé avant. Les Oméyades ne payaient pas de tribut. Les Almoravides non plus. Les Almohades non plus. Et tous, ils ont disparu. Il a dit, moi, je vais faire le contraire. Je vais être un vassal des rois chrétiens ou catholiques, leur payer un tribut, les défendre contre la continuité de l'Andalous. Et c'est ainsi que l'Andalous a encore duré 2 siècles et demi. C'est pas rien du tout. 2 siècles et demi, c'est quand même. Donc là, j'arrête un petit peu pour voir un peu d'eau et je reprends. Merci. Je vais essayer de faire un peu court pour laisser la place aux questions, aux commentaires. Donc on passe au plus important
sujet de ce livre, de ce tome 1, de la gloire à l'humiliation. Pourquoi tout d'abord j'ai écrit ce livre? Ce livre, je dirais, il était né, eh bien l'étincelle de ce livre était quand j'avais encore 5 ans, 1955. On a le même âge. 1955. لا معلش لا عندك تقلب هذيك. Alors, lorsque j'avais 5 ans, mon père, il me prenait par la main pour me conduire sur la tombe du dernier roi andalou enterré à Fès. Moi, je n'étais qu'un gosse, je ne savais même pas ce que c'était. À chaque vendredi, on m'emmenait avec lui. Il s'assoit sur le côté pour ceux qui connaissent un petit peu où ça se trouve, c'est à l'Amsalla du Sultan de Bindebeb, c'est là où il y a une coupole. Alors, il s'assoit, il fait sa prière, il fait appel au monde, etc., etc. Il commence à me raconter des choses. Voilà, tu sais, oui, il y en a السيدين تفولينا هو آخر ملك بني الأحمر هذا هو جبنان القديم ما تنساش هذه القضية. Moi, il racontait des histoires. Je comprenais rien à 5 ans. À chaque fois, il m'amenait le même disque, le même disque. Et après, j'ai grandi, je suis allé à l'école, et puis on a commencé le prof commence à parler pendant les cours d'histoire, il commençait à parler de cette chute de l'Andalus. Et toujours en m'indiquant avec son index, vous avez ici, avec vous, un représentant de cette famille qui a livré gratuitement Grenade aux ennemis. Et moi, je suis devenu un ennemi. J'étais traumatisé. Ça, c'était à l'école primaire. Et je suis passé à l'école secondaire. C'était idem. Quand on sortait à la récréation, il y avait les copains, les élèves qui tu es un traître, tu es un... J'étais vraiment traumatisé à mon enfance. Et j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai commencé à comprendre ce que mon père, à 5 ans, me racontait, comme quoi nous, on descendait du dernier roi qui était enterré à Bindebeb, etc., etc. J'ai commencé à réfléchir. Il fallait dire qu'on l'appelait Zorbi. C'est important, parce que ça explique pourquoi les gens sont... Tout à fait. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Il faut que je sache la vérité. Est-ce que ces gens me traitent de traître, traitent ma famille de traître, etc. Est-ce que c'est vrai? Quitte à que ça soit vrai ou pas, affirmer ou infirmer l'information. Donc j'ai commencé dès cet âge-là, je pense vers 15 ans, à commencer à poser des questions. Poser à mon grand-père, à mon oncle, à tous les gens qui étaient des membres de la famille, et même les amis de la famille, etc., qui connaissaient cette descendance. Et depuis lors, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai commencé à prendre des notes jusqu'à ma retraite en 2010. En 2010, lorsque j'ai eu ma retraite, je me suis dit, je prends tous ces manuscrits que j'ai écrits quand j'étais jeune, à 12 ans, 15 ans, 18 ans, jusqu'au bac, et même après, et je vais en faire un livre pour les membres de la famille, parce que personne ne connaissait l'origine de sa famille. Tous mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde, personne ne savait ce que c'était Ibn al-Ahmar. C'était juste une famille, Ibn al-Ahmar. Moi, j'ai cherché à leur faire connaître, à leur enseigner ce qu'était l'origine de leur famille. Donc, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre avec tous les manuscrits que j'ai trouvés chez moi, les notes et tout. Et puis, j'ai pas aimé. Je me suis dit, je ne suis ni historien, ni écrivain, comment je vais réussir dans cette affaire-là? Et un beau jour, mais un peu tard, à 70 ans, en 2020 exactement, j'ai regagné les bancs de l'université. Et je me suis inscrit pour une licence en histoire et civilisation.
Après cette licence, j'ai acquis un petit peu de terminologie historique, d'information historique, etc., de la bibliographie historique. Je suis devenu un peu une légitimité pour pouvoir peut-être écrire. Et c'est ainsi qu'est né ce livre 1 et livre 2. Voilà, c'est l'histoire de comment est né ce livre, le tome 1. Maintenant, on passe au plus important sujet du livre, c'est les causes réelles de la chute de Grenade. Alors, les causes réelles. Comme a dit M. Nassili, il a raconté déjà quelque chose là-dessus. Comme quoi, lorsque vous demandez à quelqu'un, n'importe qui, vous lui dites comment est chuté ce royaume, comment est chuté ce royaume. Il te dit la même chose. Ah, les émirs andalous, ils vivaient dans le luxe, dans le faste. Ils dansaient, ils buvaient de l'alcool, ils dansaient, ils chantaient, etc., etc. Ils n'ont pas fait attention et puis ils ont perdu. Donc moi, j'ai fait ma recherche, j'ai creusé et j'ai trouvé les vraies raisons. Alors les vraies raisons commençaient par le mariage du dernier roi andalou, plutôt l'avant-dernier, son mariage avec une petite captive de 13 ans, une chrétienne, qu'on lui a offert après une bataille, et dont il va être amouraché, et il va l'épouser. Il va l'épouser et il va répudier la grande princesse que tout le monde connaît, Aïcha al-Hurra. Il va la répudier et puis il va déclarer comme quoi la future descendance de lui et de la nouvelle reine ou princesse chrétienne, Isabelle de Solis, c'est eux qui allaient devenir les futurs héritiers du trône de Grenade. Qu'est-ce qui va se passer? Aïcha al-Hurra, il ne va pas accepter, elle va refuser et elle va tenter un coup d'État. Et effectivement, avec l'appui de grands boutons, les grands vizirs, les Banu Sarraj, dont ma femme est une Banu Sarraj, ils vont l'aider à détrôner Abu al-Hassan Ali, le père du dernier roi, Abu Abdi. Effectivement, ils vont le détrôner et le chasser de Grenade. Et c'est ainsi que Abu Abdillah Sarraj va devenir le nouveau roi de Grenade. C'est un jeune homme, encore petit, jeune, de 21 ans. Il n'a aucune expérience de la guerre et que sa maman a mis sur ce cadeau piégé, si je puis dire. Ça, c'est la première des raisons. On va passer à la deuxième. Et tout ça, lorsque je raconte ça, c'est des choses qui sont écrites dans l'histoire, mais qu'on ne nous apprend pas, on ne nous enseigne pas ça. Ça, il faut aller chercher pour trouver. Donc la deuxième raison, c'est que ce Abu al-Hassan Ali, qui a épousé une esclave chrétienne, a rompu le traité de paix de vassalité qui était pendant 2 siècles et demi valable avec les rois chrétiens. Pendant 2 siècles et demi, les Banu al-Ahmar ou les Ansar, c'est leur origine, leur nom d'origine, c'est l'Ansar. C'est pas les Princes, ça va venir après. Donc, il a rompu le traité de paix et de vassalité avec les chrétiens, et il va envoyer un message à la reine Isabelle, qui était une grande reine dans le temps. C'est elle qui a décidé de la reconquista des terres marocaines, excusez-moi, des terres musulmanes, andalouses. Il lui a envoyé un message disant que les ateliers qui fabriquaient de la monnaie, des tribus, allaient maintenant fabriquer c'est-à-dire des épées et des lances qu'on va vous envoyer dans un avenir très proche, c'est-à-dire il doit déclarer la guerre. Cette dame, Isabelle la catholique, on surnommait Isabelle la catholique, elle était très outrée. Elle n'a pas avalé avec le message. Elle n'a pas avalé du tout.
Et elle a déclaré la guerre. Elle a déclaré une guerre de 10 ans contre Grenade. Il faut savoir que pendant 2 siècles et demi, il n'y a jamais eu de guerre entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a que des petits combats de frontières. Parce que j'empiétais sur des petits jeux d'abonnés, ces jeux, etc., etc. 2 siècles et demi sans guerre. Mais cette fois-ci, Isabelle la catholique a déclaré la guerre de Grenade. C'est une guerre qui allait durer 10 ans. Et après cette guerre, il y aura un siège, le siège de Grenade, où elle va affamer tout le monde, la population, le roi, la cour, les vizirs, les nobles du pays. Tout le monde va demander à la fin, il faut discuter avec les. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1491, ils ont signé le traité de capitulation de Grenade. Le 25 novembre 1491, exactement. Ils ont signé la capitulation avec des arrangements, vous nous laissez dire, on vous laisse, etc. Et c'est là où il y a eu la chute et puis le départ de Abdillah vers le tome 2. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Alors, après la chute, aucun historien n'a écrit même pas un seul mot sur ce qui s'est passé, sur le sort de cette famille qui a demandé asile au Ouattacide dans le temps, etc., etc. Donc j'ai sauté quelques points pour ne pas, parce que c'est très long, pour passer un petit peu au tome 2. Le tome 2, c'est la suite du tome 1, c'est-à-dire le monde islamique. Deux options. L'option 1, soit devenir chrétien, changer de nom, et garder ses biens, et devenir morisque. C'est quoi morisque? Morisque, c'est le changement du nom de Andalou. Parce qu'il y a les Andalous qui vont disparaître en 1492, la chute. Ils vont quitter le pays. Ils vont le quitter en Andalou. Ils ont gardé leur foi, leur religion, etc., etc. Et après cette date-là, tous ces Andalous vont devenir des morisques. Morisques, ce sont des Andalous qui sont restés, qui ont changé de nom, ils ont changé même de nom. Si on voit les noms des morisques qu'il y a au Maroc, c'est tous des noms arabes et salés, ouais. C'est ainsi, ils ont choisi de rester, ils ont gardé leurs biens et tout. Et voilà, jusqu'à leur expulsion massive en 1609 et puis 1614. C'est là où tout le monde a été foutu derrière, dehors. Donc, cette période, quel est le sort de cette famille royale qui a été chassée avec tout son entourage et tous ses compagnons qui sont partis des centres à Fès, qui ont été acceptés par le roi Ouattacide, Mohamed Chef pour le temps. Il a accepté de les héberger. Ils vont passer là-bas, et puis là va commencer le malheur de ce roi, ou de cette, comment dirais-je, du reste de cette dynastie. Ils vont pas être bien reçus par la population fasciste, parce qu'ils ont estimé que c'est la cause de la chute de Grenade, d'une part. D'autre part, ils étaient jaloux de ces Andalous qui venaient, ils étaient riches, pleins de trésors, de pièces d'or, etc., etc. C'était des hommes de lettres, il y avait des juifs très importants, les Maïmounides, il y avait pas mal de personnalités juives qui ont travaillé chez tous les souverains andalous. Et là va commencer le désastre. Fès va être touchée par la famine, elle va être touchée par la peste, les épidémies, la cherté dans la vie, etc., etc.
Boabdil, le dernier roi, il avait de la chance. Il a été hébergé chez Mohamed Cheikh dans son palais. Dans son palais, et après un certain moment, il lui a dit voilà, maintenant on va partir. Tu dois aller construire une maison pour toi, pour ta descendance, etc. etc. Et c'est là où il va construire 2 palais au style Andal. Ce palais-là, il y a un témoin clé de la construction de ces 2 palais. C'est l'historien de Tlemcen, Al-Muqari. Les gens qui disent Al-Muqari. Son vrai nom, c'est Al-Muqari. Al-Muqari témoigne comme quoi, en 1628, il a visité Fès pour aller faire des cours à Qarawiyyin, etc. Et il a visité ces palais. Et il a même rencontré les descendants des Banu al-Ahmar, de ce dernier roi, qui étaient même devenus des mendiants. Ça, c'est le témoignage de ce monsieur. Il n'explique pas pourquoi ils sont devenus des mendiants. Moi, je l'ai expliqué un petit peu parce que c'est le contexte de Fès, la période, la sécheresse, etc. Même les gens qui vendaient leurs bébés pour une poignée de grains. La période est dégueulasse, si je puis dire. Alors là, Abu Abdillah, qu'est-ce qu'il devait faire à Fès? Il a eu une proposition du roi Tacite de devenir son consultant militaire. Il lui a dit voilà, nous on est harcelés par les Saadiens qui voulaient conquérir Fès, et si jamais tu peux entraîner les soldats et m'appuyer avec les soldats qui sont venus avec toi, avec tes généraux, etc., je peux t'aider par la suite à regagner ton royaume. Bon, c'est un rêve. Bon, il a accepté. Abu Abdillah, il a accepté ça, et puis il va même participer à une guerre des Wattassides contre les Saadiens. C'est la bataille de Abu Uqba, dans la région du Tadla. Il va participer à cette bataille, et c'est là où il va mourir. Il va recevoir une flèche et une lance et il va mourir. Et cette information, elle n'a pas été donnée par des historiens marocains ou facile, mais par des historiens espagnols. Des Espagnols qui vivaient dans le temps, avec la période où Abu Abdillah ont vécu. C'est un franciscain, si je puis dire, Manuel, je ne me rappelle plus de son nom, Manuel Castellanos, qui a écrit, qui a raconté comment ça s'est passé, cette bataille, et comment Abu Abdillah a été blessé et est mort. Et c'est là où a pris fin la fin du dernier roi et de sa descendance. Et après cette période-là, c'est la deuxième partie du deuxième tome. La deuxième partie qui va passer d'une recherche historique à une recherche généalogique. Je me suis dit, ce roi est mort, etc., etc. Est-ce qu'il a laissé une progéniture, une descendance? C'est là que j'ai fait une autre recherche généalogique pour trouver qui sont les descendants, etc., de cette dynastie perdue. Et voilà, donc je ne vais pas encore... il vaut mieux qu'on passe au questionnement et au... Merci pour cette... exposé. L'Andalus est perdu entre Fès et Hormat. Là, on balance, et personne n'en parle. Très peu de gens en parlaient. Moi, je vais te poser une autre question. Tu m'as dit que tu as édité tes livres toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un éditeur? C'est la question éternelle que je veux parler. Est-ce qu'il n'y a pas un éditeur qui encourage ce genre de choses? Là, il faut poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des acheteurs de livres? Voilà. S'il y a des acheteurs de livres, il y a un éditeur. Au Maroc, il n'y a pas d'acheteur de livres, donc il n'y a pas d'éditeur. Est-ce qu'on lit encore au Maroc? Hein? Est-ce qu'on lit? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Indépendamment de la lecture, il faut acheter
vous pouvez, écoutez-moi, moi je ne parle plus, pardonnez-moi, Je vous en prie. je ne parle parce que tu as touché quelque chose qui me touche, voilà, je le vis moi aussi depuis 40 ans. Au Maroc, il ne faut plus parler de lecture. Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Il faut parler d'intérêt pour la culture. Parce qu'en Europe, je donne souvent un exemple. Quelqu'un que nous aimons tous, entre guillemets, vous connaissez tous Zemmour en France. Entre guillemets. On l'adore. Voilà. Tout le monde le connaît. Lorsqu'il a sorti un livre qui s'appelle Le Suicide français, le Suicide français, en une semaine, il s'est vendu 50 000 exemplaires. Évidemment, une enquête a été diligentée pour savoir, et au bout de l'enquête, on s'est rendu compte que les gens, rares les personnes qui ont dépassé la 8e page. Plus personne n'a lu. Mais, comme ils étaient intéressés par leur pays, ils ont acheté. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'intérêt pour la culture, oui, la lecture c'est autre chose. Alors, pardon, maintenant je voulais maintenant Parce que, bon, moi je posais cette question, effectivement, au Maroc on ne lit pas. Dans le train, par exemple, une fois j'allais à Marrakech, il y a 2 mois, j'étais dans le train, il y avait 2 Anglaises, une Française, 2 Allemandes, 3 Allemandes, chacune avait un livre. Le reste, il n'y avait que moi qui avait un livre arabe, le reste, pas de livre. Allez, c'est une parenthèse, c'est vraiment désolant de... Je voulais le sauver parce qu'on discutait avec toi. Bon. Effectivement, à mon début, j'avais un problème. J'étais un retraité qui touchait 30 000 et quelques dirhams, etc. Donc, j'ai cherché. On me dit, est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose? Je lui dis non, c'est mon premier livre. Bon, j'ai eu des aventures dégueulasses. On m'a dit, voilà, si tu veux participer, on va s'entraider, tu donnes un petit morceau d'argent, et nous, d'autre part, on va faire la promotion de ton livre, etc., etc. Bon, on m'a bouffé 8 000 dirhams. Je n'ai jamais eu même pas un seul exemplaire. Donc, à l'aide de mes enfants, qui m'ont aidé un petit peu, et ma femme, j'ai essayé d'imprimer ce livre. Et je l'ai imprimé. D'accord. Et j'ai commencé. Après, les gens, ils m'ont dit, ne te lance pas dans cette émission, tu n'as pas d'avenir. Pourquoi j'ai dit? Parce que les maisons d'édition, ils font de la promotion, ils font un deal, etc., etc. Je me suis dit, peut-être vous avez raison. Et mes 2 derniers livres, je les ai présentés à 2 maisons d'édition. Il y a 2 mois. Et j'attends toujours la réponse. D'accord? Donc, et puis, il y a le ciel, l'expo du livre, qui nous bouscule un petit peu, et moi j'ai pas envie d'attendre 3 ou 4 mois, j'ai de la lecture, de la réponse, etc., etc. Je préférais les faire moi-même et d'aller avec ces bouquins au ciel et de les présenter. D'ailleurs, ça a marché. Bon, c'est un combat. Voilà, je suis niqué. Je veux que 20 ans après, ils ne vous donnent plus jamais les droits. Vous rachetez vos livres, de chez l'éditeur et vous rencontrez, avant même de racheter le livre, j'ai rencontré mon éditeur. Je ne donnerai pas de nom par élégance, mais 15 ans après avoir publié mon premier livre, je l'ai rencontré au Salon du livre de Tanger et je lui ai dit, ce livre se lit. Mon livre, il est très court et il s'appelle Julia Bière et ce sont des histoires avec des illustrations et tout qui peuvent être lues par les adolescents. Et il m'a dit, je lui ai dit, écoutez, le Salon du livre parle de la femme marocaine, pourquoi vous n'avez pas amené ce livre? Il m'a dit, mais je ne savais pas que vous étiez là. Je lui ai dit, mais il ne s'agit pas de moi. Et bien, je lui ai dit, mais donnez ce livre aux écoles. Il m'a dit, ce sont mes livres, je peux les brûler si je veux. Alors, vous voyez le combat qu'on mène pour l'édition, et je crois que j'ai dissuadé Ahmad de publier un livre avec lui, et je ne dirai pas le nom de la maison d'édition. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez, et ce qui m'a interpellée à un moment donné, vous avez parlé de ce triangle entre le Maroc, l'Andalousie et l'Amérique. Moi, je suis professeur de littérature anglaise et quand j'écris, quand je commence un cours avec nos jeunes Marocains, j'écris 1492. Je leur dis, c'est quoi? On me dit, c'est la découverte de l'Amérique. Je dis non,
c'est la chute de l'Andalousie. Il y a un lien direct. Et j'aimerais, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Mourad Khairtine, pas Mohamed Khairtine, Mourad Khairtine, qui est professeur de littérature française à Marrakech. Il a écrit parmi ses livres, il y a en Californie, ce sont des Bensouda, et qui sont chrétiens aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a ce rapport. Et j'ai rencontré en 1996 aux États-Unis, j'avais rencontré une professeure qui s'intéressait à ce triangle entre l'Andalousie. Donc effectivement, il y a ça. Il y a donc Mohamed Khairtine et Mourad pardon, Mourad Khairtine, cette nouvelle, elle est magnifique. Par exemple, on le voit sur le bateau. Il essaie de cacher les gestes qui sont naturels, l'odo par exemple, et cette nature musulmane, etc. Et il y a un rapport, moi ça m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport entre ce Marocain-là, ou ces Marocains qui sont partis, et les Indiens d'Amérique. Quand je suis allée, moi j'ai été invitée en tant que professeur anglais par le gouvernement américain, et on a visité en Arizona une réserve d'Indiens, je suis revenue avec des photos, et j'ai dit à mes étudiants, dans quelle région du Maroc on se voile comme ça? On m'a dit Oujda, etc. Évidemment, je disais, d'abord induit en erreur. Dans quelle région du Maroc on tisse comme ça? Moi j'ai trouvé une ressemblance absolument extraordinaire entre notre artisanat et l'artisanat des Indiens. Donc je vous remercie d'avoir souligné ce... Il y aurait vraiment du travail à faire là-dessus. D'autre part, mon mari était étudiant en France et il revenait de France quand il y avait encore du train et le truc. Ils se sont trouvés quelques Marocains, pas beaucoup d'argent, en Andalousie. En Andalousie, pas Andalous, mais en Andalousie. Et ils ont demandé à un monsieur qui avait une petite shop, ils ont demandé est-ce que vous avez de l'eau. Il leur a dit vous venez d'où? Donc nous sommes Marocains. Il les a emmenés dans l'arrière-boutique et il y avait Sujada, le Coran, et il a découvert son bras et il y avait, à travers les générations, tatoué Mohamed Saïd et Farkhani. Donc nous sommes toujours en Andalousie. Je voulais juste poser une question, parce que je suis désolé, j'ai pas lu votre livre. Il est apparemment intéressant, donc on va le lire certainement. Mais j'ai une question qui me trotte à l'esprit. Est-ce que c'est un roman d'une saga d'une famille ou c'est un livre d'histoire? Parce que là, il faut me donner des arguments sincèrement pour le livre. Parce que dans votre intervention, je n'ai pas vraiment senti l'effet de ce siècle, le 15e siècle, qui est un siècle de chamboulement immense en Europe et qui va mener justement le monde d'un monde, j'allais dire, à un autre monde. Et l'histoire de ce siècle est tellement riche. Est-ce que, justement, vous placez justement cette dans cette mouvance historique? Parce que les quatre éléments, moi, sincèrement, ne me permettent pas d'expliquer véritablement la chute de l'Andalousie, parce qu'il s'insère véritablement dans une mouvance de l'époque qui dépasse véritablement l'Andalousie. Et c'est ma question. Est-ce que c'est une saga de famille ou c'est un livre d'histoire? Hein, il parle des raisons de la chute de Grenade. Les raisons de la chute de Grenade. Donc je ne suis pas sorti. La tombée des Byzantins ou quelque chose d'autre. Non. C'est très précis. C'est quelles sont les chutes du royaume de Grenade. Ouais, de le tome 1. D'accord? Et après, je suis passé au tome 2. Le tome 2, c'est après la chute de Grenade. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai dit tout à l'heure, je m'arrête ici pour dire que la suite, ça va être une recherche généalogique qui va grouper même ma famille. Donc, lorsque j'ai fait la recherche, dans l'arbre généalogique, c'est devenu quelque chose de presque personnel. Pas personnel, mais
Personnalisé. Personnalisé. Voilà. Autre chose, vous avez parlé de... C'est-à-dire que pendant le XVe siècle, il n'y a pas eu que ces raisons-là. Vous avez raison, ça a commencé, comme a dit M. Mazzini tout à l'heure, ça a commencé à partir de la chute de Constantinople, en 1400, je pense, 53. Ouais. Oui, exactement. C'est là où il y a eu la chute de l'Empire byzantin par les Ottomans. Rome n'a pas voté, n'ont pas avalé cette chute. D'accord? Ils n'ont pas avalé du tout. Et ils cherchaient des musulmans comme bouc émissaire. Les plus proches, c'était les Andalous. Ils sont à côté de nous et tout. Et ils ont créé cette Reconquista. Ils l'ont financé, ils l'ont avalisé et tout, qui a commencé à vouloir récupérer tous les territoires musulmans. Et c'est ainsi qu'avait commencé la chute des premiers, des Omeyyades, la chute des Taïfas, la chute des Almoravides, la chute des Almohades, et puis la chute des Banu al-Ahmar, des Nasrides, de la dynastie du royaume de Grenade. C'est ainsi que... Et puis après ça, il y a eu, comme a dit M. Mazzini, il y a eu un changement, il y a la géopolitique. Donc, comme... qu'est-ce que je dirais en géopolitique? Les premiers, c'était les Portugais. Les Portugais, ils n'ont pas participé à la Reconquista. Ils n'ont pas aidé les chrétiens espagnols et européens à combattre le royaume de Grenade. Ils étaient tournés vers l'Atlantique. Ils avaient des vues. Ils voulaient trouver de nouvelles routes commerciales, parce que les routes commerciales de la Méditerranée étaient musulmanes. Les Ottomans, il y avait les Fatimides, il y avait plein de... Et puis l'accès à la route de la soie était bloqué aussi. Donc ils cherchaient Menafid Ukhra, comme yuqal. C'est pour ça. Et c'est juste une parenthèse. Il y a un statut d'ILO aux États-Unis. C'est le premier qui a, on appelait, c'est pas ce nom, je vais lui donner un autre nom, Esteban, il s'appelait Esteban. Et donc c'est quelqu'un qui est arrivé et qui va être le premier à aller voir les Mexicains, enfin les Mexicains, les Aztèques, quand il va les voir, et c'est le premier qui a noué le contact. Et bien malheureusement pour le deuxième contact, il s'est fait tuer par les mêmes. Voilà. Mais lorsqu'on commence à parler, moi personnellement ce qui nous intéresse dans tout ce débat que vous avez soulevé, et je suis content que vous ayez aidé, c'est la dimension culturelle. Il faut que nous sachions dans ce pays que ce qui reste, c'est pas la bouffe. Ce qui reste, c'est la culture. On ne se définit pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous souscrivons à la culture française de l'époque, et tous, si nous souscrivons à la culture arabe, c'est parce que justement, c'est ça ce qui dure et ce qui nous a permis de... Et l'Andalousie, comme vous dites, ils sont venus, et quand ils sont venus avec un savoir-faire, évidemment. Nous, pour moi, l'Andalousie, moi, le Jamaliyat, c'est l'esthétique, le zérige, la bouffe, avec les juifs, il ne faut jamais... Non, moi je ne suis pas de ceux qui commencent à revendiquer quelque chose, non. Pour moi, c'est des gens qui sont venus, mais vous oubliez simplement une chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Mohamed Dehor, ce pays quand même, c'est un pays magique, il a toujours accueilli les gens. Moulay Ahmed Al-Alaoui, l'ex-ministre, avait dit, nous sommes le pays qui ont accueilli le premier exilé politique, Est-ce que vous connaissez, parce que vous parlez de l'écriture de l'histoire, est-ce que vous connaissez un exemple dans le monde où quelqu'un est venu, il leur a dit, je suis de la famille du prophète, et ils lui ont dit, tiens, le chef d'Yel Al-Abawa, il lui a Atah Bentou, Kenza, exprès pour vous, on défend, on dit Kenza Al-Arabia, que c'est pas Kenza Al-Arabia, Kenza Al-Arabia. La faculté Al-Arabia, c'était pour... Et moi, quand j'écris un article sur Fès, je vais aller dans... J'espère que ça vous fait plaisir, j'avais écrit un article sur Fès à l'époque, fait une revue, et on m'a reproché d'avoir dit, Driss Ier, il est venu de Barakat Fakh,
il a fui, et Marakat Fakh al Hijaz, donc il a fui, et elle a épousé une berbère, Shlha, Amazighiya. Donc Fès, je lui ai dit, c'était de la provoque, j'ai dit Fès, et non, elle vient des Saoudiens et des Berbères. Alors là, on m'a fait un tollé. Là, je dis Saoudia, évidemment, le Hijaz. Et pour des raisons pédagogiques, comme je suis professeur, je ne peux pas dire le Hijaz, parce que même les étudiants d'histoire, elle a dit le Hijaz, sauf vous, là, le Hijaz, après, tu es obligé de leur dire l'Arabie Saoudite. Mais lisez ce livre, notamment le tome 1, c'est quelque chose. Alors, j'ai répondu à votre question, j'espère, en parlant de le 15e siècle. C'est le 14e siècle, c'est un siècle de bouillonnement, de changement. Les grands perdants, je connais autant l'Europe a émergé, et nous, dans le sillage de ce qui va se passer, nous avons hérité d'un roi que vous connaissez tous, qui a fermé toutes les frontières, qui s'appelle Moulay Slimane, parce qu'il a découvert le Wahhabiyya, et il a fermé tout. Et cette période-là, c'était la période. Alors il faut savoir que le Maroc, c'était le pays par lequel transite tout le commerce. Nous étions présents, nous étions acteurs du changement et tout, de tout ce qui se passe, parce que c'était la Méditerranée, il y a notre mer, la Méditerranée. Ce qui a changé, justement, c'est que le roi qui était un peu... il a mal terminé. 22 ans quand même. De 1790 jusqu'à 1822. 22 ans, c'est le seul roi qui a été, entre guillemets, détrôné par les ulama, Haïdou, ou de remplacer son Moulay Yazid pendant 2 ans, puis après de Moulay Abdelrahman pendant... Voilà, je ne voudrais pas vous embêter avec tout ça, mais... Je réagis, c'est seulement...